Bonjour à toutes et tous, merci d'être aussi nombreux pour ce nouveau webinaire Manergie sur la sobriété carbone. Donc on va prendre un petit temps pour parler de la sobriété carbone avec vous. Je ne me suis pas présentée, je suis Solène, je travaille au marketing chez Manergie. Et donc voilà, on va pouvoir refaire un petit tour sur la plateforme Webikeo. Sachez que vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat. Nous y répondrons à la fin, puisqu'on a prévu un temps d'échange de 15 minutes à la fin du webinaire. Il durera 30 minutes et donc 15 minutes de questions. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Je veux être contacté » pour que nos experts puissent prendre contact avec vous après le webinaire. Je laisse la main à Philippe, qui va commencer par se présenter. Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue à notre séminaire consacré sur un sujet essentiel et structurant qui est la sobriété carbone. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment réduire notre empreinte carbone par des actions rapides, en modifiant bien entendu aussi nos comportements et les modèles économiques, mais aussi en repensant l'ensemble des usages et en adoptant des technologies, je dirais, d'innovation plus propres. Alors, je suis Philippe Bennett, je suis directeur général de Manergie Industrie, un des 5 domaines d'activité stratégique de Manergie. Et j'ai le plaisir et l'honneur de partager et de co-animer ce webinaire avec Logan Lecoq, chef de projet chez nous et expert dans la décarbonation des industries. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste me permettre de dire quelques mots sur Manergie. Donc Manergie, on est une société qui existe depuis 40 ans. On est présent sur l'ensemble du territoire avec 26 agences en France, avec la fierté de dire qu'on est à moins de 2 heures de nos clients. Et on est une société de conseil et d'ingénierie en transition, décarbonation, et nous avons à peu près 500 collaborateurs. Concernant l'ensemble de nos clients, vous pouvez voir que nous sommes présents sur plusieurs secteurs d'activité, l'agroalimentaire, la chimie, la pharma, le transport au sens large, ce qui couvre les équipementiers automobiles et aéronautiques. Si vous souhaitez, vous pouvez également voir l'ensemble de nos références sur notre site internet. Concernant le sommaire, ce que je peux vous proposer, c'est tout d'abord 3 parties. Une première partie qui est un retour sur le contexte, les enjeux, puis ensuite la méthodologie pour intégrer la sobriété carbone dans la feuille de route, et nous finirons par partager avec vous un certain nombre de retours d'expérience et de cas concrets avec les mécanismes et outils concrets que nous avons mis à votre disposition pour agir efficacement. Avant de démarrer notre présentation, ce qu'on vous propose également, c'est un petit sondage afin d'avoir votre retour sur un sujet qui nous tient à cœur chez Manergie, c'est de savoir quels peuvent être les principaux freins à la mise en œuvre d'actions de sobriété carbone. Alors, merci à tous du coup pour vos réponses. Vous êtes la majorité à avoir répondu investissement, ce qui ne nous surprend pas pour le coup. Mais du coup, on y reviendra dans cette présentation pour vous aider et avoir des petits tips sur vos réponses, au niveau des investissements. Alors, concernant la première partie du sommaire, effectivement, juste, je me permets quelques rappels sur le contexte et les enjeux. Tout d'abord, rappel des objectifs de la stratégie nationale bas carbone.
puis ensuite le contexte, hein, quel est le contexte actuel, hein, on ne peut pas omettre de prendre en compte le contexte dans la sobriété carbone, et puis ensuite je dirais passer modestement en revue vos enjeux, les enjeux des industriels par rapport à la sobriété. Alors tout d'abord, qu'est-ce que je dirais la stratégie nationale bas carbone, hein, elle définit, c'est la feuille de route nationale qui définit un cadre avec un certain nombre d'objectifs. Et la décarbonation dans tout ça, c'est l'action de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à une activité, à un produit ou un service. Les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, alignés sur les accords de Paris, c'est effectivement d'atteindre la neutralité à horizon de 2050. Donc, une fois qu'on a dressé, je dirais, ces objectifs-là, le contexte actuel de la décarbonation, bon, on est clairement dans un contexte actuel difficile, complexe, où effectivement le prix des énergies est relativement bas. Les investissements sont relativement conséquents, avec bien sûr, sans omettre un contexte géopolitique instable et des incertitudes sur la pérennité des dispositifs. Malgré cela, on a quand même des signaux encourageants et inspirants, puisqu'on voit un certain nombre de projets complexes sur des grandes infrastructures sortir de terre, je dirais, des réalisations qui permettent, soit via des technologies innovantes, de réduire l'empreinte carbone et d'avoir des résultats probants et conséquents sur les impacts environnementaux. Après cette première partie, je laisse la main à Logan qui va vous expliquer ce que c'est la sobriété, comment cette sobriété s'intègre dans une logique de décarbonation globale à court, moyen et long terme. Oui, bonjour à tous. On va effectivement détailler ce qu'est la sobriété carbone. Généralement, ce sont les actions qui vont permettre des gains, à la fois en termes d'économie d'énergie, en termes de tonnes équivalent CO2, sans avoir un investissement trop important. Donc avec des temps de retour sur investissement généralement inférieurs à 3 ans. La sobriété carbone, elle peut être vue comme une première étape d'une vision à plus long terme. Amanergy, c'est vrai qu'on la considère un peu comme une première brique structurante d'une démarche bas carbone. On parlait en introduction, vous avez pu le voir, de moins 35% en termes de réduction de tonnes équivalent CO2 d'ici à 2030, moins 80% d'ici à 2050, donc ce sont des ambitions qui sont fortes, que seule la sobriété carbone ne pourra pas atteindre, donc il va falloir la coupler à d'autres briques technologiques qui vont permettre d'atteindre les objectifs. Alors pourquoi est-ce qu'elle est essentielle? C'est parce qu'elle permet dans un premier temps de réduire les besoins. On va faire l'optimisation des systèmes CVC et autres systèmes, et tout cela va permettre une réduction des besoins. Donc, lors d'une étape future de changement de vecteur énergétique, on va pouvoir dimensionner les futurs équipements avec des puissances moindres, et donc déjà gagner un petit peu sur les investissements parce qu'on aura mis des puissances un peu plus faibles. Donc, au-delà de juste avoir des gains directs en termes d'économie d'énergie et de tonnes équivalent CO2, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une optimisation complète du système à l'avenir. Donc, elle s'inscrit bien dans une continuité d'une démarche durable. Donc, on va vous présenter un petit peu la méthodologie pour structurer la feuille de route bas carbone. Dans un premier temps, c'est important de cartographier les postes émetteurs et émettre des pistes d'amélioration. La mission associée à cela est généralement le bilan carbone, où on va regarder sur tous les différents scopes, 1, 2 et 3, quels sont les postes les plus émetteurs et les pistes d'amélioration. En parallèle de ça, on va pouvoir identifier différents leviers d'action avec une mission qui va être l'audit énergétique, qui, elle, se focalise plus sur la partie scope 1 et scope 2, sur la partie énergétique, et va déjà déterminer un ordre de grandeur des investissements en fonction des actions à mettre en place et des retours sur investissement sur chacune de ces actions.
Ensuite, on va avoir des actions au niveau audit énergétique, bilan carbone, il va falloir les prioriser. C'est là qu'intervient la mission de la feuille de route bas carbone, où on va définir différents scénarios, 1, 2, 3, 4, et chacun de ces scénarios vont regrouper des actions. Ces actions que l'on aura pu identifier au bilan carbone, à l'audit énergétique ou bien dans d'autres missions, vont être regroupées. Donc ces scénarios vont être émis en termes de réduction de tonnes équivalent CO2 et d'investissement. Et en fonction de la priorisation de l'entreprise en termes sur sa feuille de route et des investissements possibles, on va prioriser un des scénarios pour ensuite le réaliser. Donc la réalisation se fait avec des études pour affiner la solution technique et les études de travaux, type APS, APD, avant-projet et études d'exécution. Sur le planning, si on part d'une situation de référence en 2025, on va avoir dès 2025 des actions qu'on pourra mettre de sobriété et d'efficacité énergétique sur à peu près 1, 2, 3 ans en fonction des actions à mettre en place et de l'investissement disponible. Et par la suite, d'ici à 5 ans, 6 ans, pouvoir mettre en place soit des changements de vecteur énergétique ou des innovations technologiques pour réduire drastiquement les tonnes équivalent CO2. Ici, on vous présente quelques exemples d'usages sur de la sobriété et efficacité énergétique. Ça peut être de l'isolation d'équipements qui n'avaient pas forcément été très bien isolés auparavant, campagne d'isolation de points singuliers, de l'optimisation des températures de consigne des CTA, de la reprise de fuite d'air, abaissement des pressions d'air comprimé, de l'éclairage en passant sur des LED. Et donc tous ces différents gains vont être estimés en termes de tonnes équivalent CO2 évitées, en termes de temps de retour sur investissement. Donc on a bien une logique aussi d'investissement sur chacune de ces actions. Et donc on va avoir un impact énergétique positif et un impact de réduction de CO2 sur chacun de ces usages. Donc c'est généralement des usages que l'on retrouve dans chacun des sites. Un autre qui peut être retrouvé majoritairement, ça va être la régulation des équipements, chauffage, ventilation, climatisation, avec par exemple des CTA. On va avoir un besoin en termes de maîtrise de température, parfois d'humidité relative. Les équipements qu'on va retrouver sont des groupes froids, des chaudières, parfois des packs, des humidificateurs et des CTA. Là, on va regarder un petit peu la régulation de l'ensemble. Déjà, dans un premier temps, voir si le débit d'air neuf n'est pas surdimensionné, parce qu'un débit d'air neuf surdimensionné entraîne beaucoup de pertes. On va voir si la régulation de ces différents systèmes est bien maîtrisée, parce que parfois certains systèmes sont antagonistes entre le groupe froid qui lui va déshumidifier et l'humidificateur qui lui va humidifier si on veut contrôler l'humidité relative. Donc ça peut être revoir un petit peu l'emplacement des capteurs ou en ajouter d'autres pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de cercle vicieux. Un autre point qui là est un changement un petit peu plus important, c'est si jamais on utilisait un groupe froid lors d'un changement d'un groupe froid et qu'avant on utilisait une chaudière pour la partie chauffage, on peut voir lors de changement de ce groupe froid si par exemple il a plus de 20, 25 ans qu'il a été mis en place avec des fluides frigorigènes qui sont plus forcément très verts, avec des GWP supérieurs à 150, on va voir pour privilégier des packs réversibles, où là on peut alimenter à la fois en chauffage l'hiver, en climatisation l'été, et assurer la simultanéité des besoins si jamais on veut faire de la déshumidification aussi. Donc sur la partie régulation, ça c'est sans forcément parler du changement de l'équipement, mais sur la partie régulation, on va avoir des temps de retour sur investissement relativement courts, sans forcément un investissement majeur. Donc là, ici, on a mis à titre indicatif 20-30%, ça dépend bien sûr du site. Certains, ça peut être moins, sur certains, ça peut être beaucoup plus, donc c'est des études à mener. Mais sans avoir besoin d'investir dans des équipements, dans de gros équipements, on va pouvoir avoir des gains assez rapides. Et donc, du coup, rediminuer ses besoins. Là, ici, c'est un autre exemple sur de la distribution, cette fois-ci entre des pompes donc de chauffage, des pompes primaires et des pompes secondaires. Les pompes primaires contrôlées par de la variation de vitesse dans ce cas-là. Sur un système optimisé, on va dire que le débit de ces pompes primaires est équivalent au débit de ces pompes secondaires. Dans un système un peu moins optimisé, le débit des pompes primaires peut être plus important que le débit des pompes secondaires. Dans ces cas-là, on va avoir dans la bouteille de découplage une petite recirculation
qui fait que la température qui arrive du primaire va directement être envoyée au retour du primaire, sans jamais passer par le secondaire. Donc, le système n'est pas forcément très bien optimisé. On pourrait réduire ce débit pour qu'il soit égal au débit du secondaire et gagner un petit peu sur la vitesse, sur le débit de la pompe et donc sur sa consommation d'énergie. Donc là, dans cet exemple-ci, on peut voir que remettre à niveau le débit de la pompe permettrait d'économiser 12% d'énergie. Et encore une fois, j'insiste, c'est sans investissement majeur. C'est-à-dire que ce qu'on a pu voir là sur de la régulation, ici ou dans l'exemple précédent, ça n'intervient que sur de la régulation. Et donc, c'est des investissements qui ne vont pas être très importants, mais par contre, qui peuvent avoir des conséquences, elles, non négligeables en termes de gain d'économie CO2. Donc, de gain d'économie d'énergie, mais aussi de tonnes équivalent CO2. On va parler d'un cas client sur le secteur pharmaceutique et voir quelques exemples de livrables. Je vais passer la main à Philippe pour voir un petit peu qu'est-ce qui est disponible en termes de financement. Merci Logan. Donc effectivement, on a vu comment la sobriété carbone s'inscrivait dans une démarche durable sur le moyen et long terme. On a vu que la sobriété carbone ce sont des actions plutôt rapides avec des changements de comportement et avec cette capacité à aller chercher de l'impact sans financement. Et effectivement, si on veut aller sur des opérations plus emblématiques ou du moins avec des résultats beaucoup plus significatifs, vient le sujet du financement. Donc on peut considérer, et le sondage précédemment l'a montré, les résultats du sondage, c'est que le financement, c'est finalement l'accélérateur de la transition. Alors certes, les freins, les obstacles à la transition énergétique ne sont pas uniquement que le financement, hein, il y a effectivement aussi l'absence de temps. Hein, un industriel produit, maintient son activité, son cœur de métier, et le temps alloué au projet énergie peut quelquefois manquer, hein, d'où l'accompagnement que des sociétés comme la nôtre peuvent réaliser. Le risque aussi de se dépositionner en termes de compétitivité par rapport aux concurrents qui pourraient être moins engagés. Et puis, dans tout cela, aussi une certaine complexité administrative avec une myriade, une mosaïque, je dirais, de subventions qui fait que les industriels, ce n'est pas leur métier, ils ne se retrouvent pas là-dedans. D'où l'intérêt, je dirais, d'être accompagné sur ce qu'on appellerait, nous, l'ingénierie financière. Alors, les financements possibles. Alors, il y a plusieurs types de financements, hein, bien entendu. Hein. Il y a des financements, je dirais, privés, qui sont tout ce qui est lié au certificat d'économie d'énergie, avec deux parties, une partie de fiches standards et puis une partie pour des lignes harmonisées, lignes directrices harmonisées, pardon, où on est sur plutôt des C2E spécifiques. Après, vous avez bien entendu tout ce qui est lié, je dirais, au financement public. Ça peut être le fonds chaleur, ça peut être des programmes spécifiques pour encourager et soutenir l'innovation. Ça peut être aussi, dans la sobriété carbone, on parle de changement de comportement. Ça peut être aussi, je dirais, des subventions pour former les collaborateurs. Hein. Je pense à ProfFRI, qui est le programme de formation des référents énergie. Et puis ensuite, en fonction des années, un certain nombre d'appels à projets qui permettent d'accélérer la transition. Alors, effectivement, dans tout ce qu'on vous a présenté, hein, j'espère que dans ce temps de webinaire, on vous a éclairé sur le sujet de la sobriété carbone, mais en fait, cette sobriété, elle s'inscrit dans une approche globale et experte, c'est-à-dire, on est vraiment dans une approche systémique. Et donc là, voilà, Manergie, on a la capacité de vous accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire vraiment du dressage de la situation de référence. Hein, ça peut être effectivement le bilan carbone, ça peut être l'audit énergétique, jusqu'à un engagement de performance dans l'ingénierie des projets,
avec le suivi d'exploitation et l'engagement de la performance qu'on peut avoir. Et puis, dans tout, comme Logan l'a montré sur l'exemple de l'industrie pharmaceutique, eh ben, à être capable de vous accompagner sur le financement de ce projet-là par différents mécanismes, tiers financement, crédit bail, financement du reste à charge. Je vais passer